Bonjour à tous. Ce webinaire ou ce replay porte sur l'accompagnement qui est proposé par le GCSI Santé sur l'équipement ou le rééquipement d'une solution de MS Santé dans le secteur médico-social. Donc comme ça permettra aux autres structures de pouvoir écouter ces rappels. Donc, l'AMS Santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées de santé qui sont à destination de professionnels qu'on va dire habilités. Donc après, on reverra ensemble ce que veut dire le terme habilité et quelles personnes cela inclut. Et donc, ça vous permet d'échanger des données de santé de manière sécurisée, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une donnée de santé, c'est une donnée qui est très précieuse. Et aujourd'hui, on le voit avec tous les hôpitaux et les cliniques qui se font hacker pour profiter de leurs données de santé, puisque c'est une donnée qui a une valeur qui peut être monétaire. Et donc aujourd'hui, en tant que professionnel habilité, quand vous échangez de la donnée de santé, c'est vous qui êtes responsable de cette donnée. Donc si vous l'échangez par WhatsApp ou autre, les conséquences, elles peuvent vous être imputables. Et donc, ça vous permet de garantir l'AMS Santé, l'intégrité du contenu des messages que vous échangez et la confidentialité de ces messages. Alors, quelle messagerie sécurisée utiliser pour échanger de la donnée de santé? Donc, il y a un seul format qui est recommandé par le national aujourd'hui, c'est l'AMS Santé. Donc l'AMS Santé, c'est assez simple en fait à reconnaître les adresses, puisque par exemple, donc là, c'est l'exemple plus pour des professionnels de santé. Mais par exemple, un pharmacien qui aurait une adresse Mailise, qui est la solution gratuite de l'ANS, son adresse, elle va se terminer comme ça, pharmacien.mssanté.fr. Via cette adresse, il ne pourra communiquer qu'avec des personnes qui ont également une adresse MS Santé. Ça peut être des médecins, des infirmiers, ça peut être aussi des patients via l'INS, l'identité nationale de santé, vide@patient.mssanté.fr. Ça peut être également des adresses API Crypt, mais seulement des adresses API Crypt interopérables avec la MS Santé. Donc en fait, c'est des adresses qui vont se terminer comme ceci, interop-mssanté.apigrypt.org. Via une adresse MS Santé, vous ne pouvez pas communiquer avec les anciennes adresses API Crypt, qui sont des adresses qui vont être amenées à disparaître au cours de l'année, parce qu'en fait, elles n'intègrent pas cette interopérabilité, donc en gros, ce fonctionnement avec les adresses MS Santé. De même, vous ne pouvez pas échanger avec des personnes qui ont une adresse non sécurisée. Donc, ça peut être le cas, par exemple, avec Jean Dupont ici, qui a une adresse du centre hospitalier de Centre-Bretagne. Donc, en fait, il faut voir un petit peu la MS Santé comme une grande bulle dans laquelle seuls les professionnels qui ont une adresse MS Santé peuvent échanger entre eux et cela exclut en fait tous les autres types de messagerie. Un petit rappel aussi sur les différents types de boîtes aux lettres qui existent. Alors, aujourd'hui, il y a 3 types de boîtes aux lettres qui sont disponibles en MS Santé. Vous avez des boîtes aux lettres qui sont nominatives. Donc, en fait, ça va être des boîtes aux lettres qui vont être accessibles à un professionnel de santé ou du médico-social via un numéro RPPS ou ADI. On y reviendra après sur le numéro RPPS, ne vous inquiétez pas. Donc, en fait, ça va être des boîtes aux lettres qui vont avoir un petit peu ce format. Je ne sais pas si je peux prendre un petit stylet, c'est pas très gros. Donc, ça va faire nom.prénom @établissement.mssanté.fr. Et donc, cette boîte aux lettres n'est utilisable que par une seule personne. Donc, elle va se connecter en son nom et c'est elle qui est responsable de sa boîte. Il y a un deuxième type de boîte aux lettres qui s'appelle les boîtes aux lettres organisationnelles. Et donc, ce sont des boîtes aux lettres qui sont accessibles par plusieurs professionnels d'une même structure. Donc, en fait, en pratique, ça va se passer comme ça. Vous allez pouvoir, dans votre structure, nommer un responsable de la boîte aux lettres. Ce responsable devra avoir un numéro RPPS ou ADI. Une fois de plus, un certain nombre d'entre vous sont inscrivables au RPPS, donc vous pourrez être responsable d'une boîte aux lettres. Et ensuite, quand vous allez créer des adresses auprès de votre opérateur de messagerie, vous allez pouvoir lui fournir le listing en fait des personnes qui doivent accéder à cette boîte aux lettres. Donc ça peut être des personnes habilitées
par exemple des soignants, mais aussi, je sais pas, des coordinatrices de dispositifs d'appui à la coordination, par exemple, des assistantes de services sociaux, etc. Mais ça peut être aussi des personnes qui ne sont pas habilitées, donc par exemple des secrétaires médicales. Donc en fait, cette boîte-là, elle va être dans une structure accessible par plusieurs personnes, et donc plusieurs personnes vont pouvoir échanger des messages via cette boîte et en recevoir et les consulter. Donc ça peut permettre, par exemple, une certaine continuité dans un service de soins infirmiers, par exemple, pour éviter que si bon, il y a un infirmier qui part, quelqu'un qui part en vacances, de pouvoir assurer en fait cette transition et de bien avoir, de pas avoir de rupture en fait dans cette pratique du soin. Donc voilà. Et ensuite, vous avez un dernier type de boîte aux lettres, qui sont les boîtes aux lettres de type applicative. Donc, ce sont des boîtes aux lettres qui, en fait, vous rencontrez pas directement dans votre quotidien, puisque ce sont les boîtes qui sont intégrées directement dans votre logiciel métier et qui permettent en fait un envoi automatisé. Donc, pour vous donner un exemple, dans les dispositifs d'appui à la coordination, donc les DAC, ils ont un outil qui est fourni par le GCS qui s'appelle Goalen, qui leur est fourni à titre gratuit et dans lequel on a intégré une boîte aux lettres applicative qui leur permet d'envoyer automatiquement au cercle de santé les informations utiles au cercle de santé d'un patient. Je finis les rappels sur la MS Santé. Après, si vous voulez, on fera une petite séance de questions. Pour quel public à quel public s'adresse la MS Santé? Donc, en fait, on va différencier, c'est National qui fait cette différenciation, mais on va différencier 3 types de professionnels qui sont aujourd'hui habilités à échanger de la donnée de santé via la MS Santé. Donc, il y a tout d'abord les professionnels de santé, vous en doutez bien, donc tout ce qui est médecin, pharmacien, sage-femme, masseur-kinésithérapeute et autres. Il y a aussi les professionnels à usage de titre, les chiropracteurs, les psychologues, les psychothérapeutes, et enfin, bien sûr, les professionnels du médico-social et du social. Donc, par exemple, un chef de projet d'un PAC, une coordinatrice de parcours, etc., ont tout à fait le droit d'échanger de la donnée en MS Santé et donc de posséder une adresse. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Je vous en prie, allez-y, si vous voulez poser. Si j'ai été claire, j'avance. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je continue. Alors aujourd'hui, pour vous équiper d'une solution de messagerie sécurisée de santé, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis à votre disposition un guide d'accompagnement pas à pas qui, en fait, retrace tout le cheminement, toutes les étapes que vous pourrez réaliser, en fait, pour vous équiper d'une messagerie sécurisée de santé. Et donc, ce guide, il s'adresse spécifiquement au médico-social, puisqu'on a intégré, vous verrez, un certain nombre d'étapes qui correspondent à ce type de structure. Donc, voilà les étapes, on va les passer une par une. On reviendra dessus ensuite dans les slides suivantes pour que je vous explique bien toutes les étapes. Vous verrez, certaines sont très courtes et en fait nécessitent pas beaucoup d'investissement de votre part. Alors, tout d'abord, on vous a identifié les cas d'usage. Pourquoi on a remis ça? Parce qu'en fait, il y a un certain nombre de structures qui, même s'ils avaient des fois notre messagerie sécurisée de santé, l'utilisaient peu ou pas. Et aujourd'hui, on pense que c'est très important et que vous pouvez en fait vraiment créer de la donnée de santé et que cette donnée, elle peut être très intéressante pour les centres hospitaliers, pour les médecins locaux, etc. Deuxième étape, ça va être de confirmer l'éligibilité de votre structure à l'AMS Santé. Bon, ça, pour moi, il n'y a pas de problème puisque vous utilisiez avant la messagerie du GCS e-santé. Et c'est de bien identifier, de bien avoir en tête les types de boîtes aux lettres auxquelles les professionnels de votre structure peuvent accéder. Donc, ça veut dire aujourd'hui que en fonction, on va dire, du rôle qu'ont les professionnels dans votre structure, ils ne vont pas forcément tous pouvoir accéder à la messagerie sécurisée de santé. On reviendra bien sûr sur cet item après. 3, c'est de voir en tant que responsable de structure comment vous pouvez contractualiser avec l'ANS si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'il y a un certain nombre de structures dont c'est déjà le cas. Nous, on le voit dans les grappes, la plupart l'ont déjà fait. Donc, en fait, cette contractualisation avec l'ANS, elle vous sert pour tous les outils du numérique qui sont proposés par l'ANS.
Donc, un certain nombre de structures via l'utilisation de leur logiciel métier ou autres qui l'ont déjà fait. Donc là, j'ai un petit problème dans mes animations. Ensuite, 4, ça va être de voir si vous avez besoin d'inscrire des professionnels de votre structure au registre RPPS. Au registre RPPS+, même plutôt. Donc, ce registre RPPS+, on le verra une fois de plus après, c'est un registre qui vous permet d'obtenir un numéro RPPS, donc numéro RPPS qui est comme pour les médecins, les infirmiers, etc., et qui va permettre aux professionnels de votre structure qui ne seraient pas des professionnels de santé d'accéder à une messagerie MS Santé de type nominative, donc en leur nom. Donc, par exemple, si vous avez une coordinatrice de parcours, une assistante de services sociaux, etc., qui aurait besoin d'accéder en son nom à la messagerie sécurisée de santé, de ne pas partager les informations avec ses collègues, elle peut créer une adresse de messagerie. Par contre, le responsable de structure doit l'inscrire dans ce registre. Oula, il y a le son qui n'est pas passé, excusez-moi. Hop, je vais vous le présenter comme ça, je suis désolée, problème dans mon animation. Hop, donc le 5, ça va être de choisir votre opérateur de messagerie sécurisée de santé en fonction de vos besoins. Une fois que vous l'aurez choisi, vous pourrez contractualiser avec lui. C'est assez simple en général, c'est très rapide. Et ensuite, lui fournir le listing en fait, des boîtes aux lettres que vous avez besoin de créer. Donc, en lui donnant le nom, prénom des personnes qui ont besoin d'accéder à la messagerie sécurisée de santé et leur numéro PPS ou ADI. Donc pour ça, on a mis à votre disposition aussi dans ce guide un panorama, vous pourrez cliquer dessus, des opérateurs, on le verra après, qui vous liste en fait les solutions du marché que vous avez. On vous rappelle aussi en astuce numéro 1 et 2 que au lieu de consulter ce panorama, vous pouvez aussi contacter votre éditeur de logiciel métier. Parce qu'en fait, en général, ces derniers, ils vont avoir soit une offre de messagerie sécurisée de santé qui est proposée des fois directement avec leur logiciel, donc ils peuvent vous faire une sorte de pack, soit ils ont en fait des opérateurs de messagerie avec qui ils travaillent de manière préférentielle, donc qui vont pouvoir s'intégrer directement dans votre logiciel métier. Et l'astuce numéro 2, si vraiment vous avez des difficultés et que vous avez en fait plutôt un usage qui va à destination de professionnels de santé, c'est de vous inscrire sur Mailist, qui est une solution gratuite de l'ANS, mais on verra après, qui ne propose pas de boîte aux lettres organisationnelle. Mallory, je vois que vous levez la main. Allez-y, je vous en prie. Oui, je revenais sur le guide qui a été fait. Donc moi, je l'ai Oui, lu, je l'ai parcouru en long, en large, en travers. d'accord. Mais très trivialement, en fait, sans le prix, Oui, c'est très compliqué de pouvoir se positionner et c'est pas du tout indiqué en fait dans votre guide. Donc au ouais. final, c'est bien, vous les listez, mais est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un estimatif à chaque fois ou pas? Alors nous, on a eu des discussions sur le sujet. En fait, c'est un peu compliqué pour nous. On ne doit pas favoriser en théorie un opérateur par rapport à un autre. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, on est en discussion et je pourrais revenir vers vous par la suite, Mallory, sur le sujet. Mais en fait, on est en discussion avec un des opérateurs pour avoir des prix. Et c'est de toute façon l'opérateur du marché qui aura les prix les plus intéressants déjà de base et on est en train de les renégocier à la hauteur de la région Bretagne. Je sais pas si D'accord, ça ok. répond à votre question. Et en fait, une fois que bon, ce sera plus officieux, mais plutôt officiel, on fera une communication, je pense, sur le sujet pour indiquer que voilà, on n'a pas, c'est pas un partenariat, mais voilà des négociations qu'on puisse se faire avec cet opérateur, puisque c'est un opérateur en fait qui est public. D'accord, mais du coup, ma question c'est quand? La question, c'est quand? Alors, du coup, moi, j'ai une réunion demain matin avec eux. Ils sont censés nous proposer quelque chose demain matin. Normal. Parce que du coup, enfin, moi, je vais pas me positionner dans ce cas si je sais que le GCS est Bien sûr. en pourparler avec une solution. Non. Autant Mailise peut être quelque chose d'intéressant parce que c'est gratuit le Oui, temps bien que. sûr. euh, voilà, parce que
c'est intéressant aussi que nos souhaits soient entendus sur le choix sur le, le partenariat qui va être, enfin, je ne sais pas trop comment le dire, hein, Oui, oui, l'opérateur choisi, oui, en tout cas, d'accord. Ouais, soit aussi entendu. Et du coup, voilà, j'espère que ça sera le cas et dans pas trop longtemps, parce que c'est vrai bien que sûr. Télésanté Bretagne s'arrêtant au 30 juin, Oui. ça serait bien que ce soit avant. Oui, bien sûr. Ah non, non, mais c'est l'objectif. En fait, de toute façon, vous inquiétez pas, hein, si, il y a des structures qui n'ont pas fait la bascule, on va pas couper comme ça nos serveurs du jour au lendemain. On sait que c'est de la donnée importante et heu et donc voilà, on coupera pas nos services comme ça du jour au lendemain. Mais par contre, Et, oui, ils nous avaient donné déjà une date avant pour, nous faire leur retour. Donc, là, on a rendez-vous avec la directrice commerciale de cet opérateur, demain matin à 9 heures. Donc, je pense on aura une communication d'ici 1 ou 2 semaines. Du coup, par contre, ce qui est intéressant à faire, en fait, pour vos structures, c'est plutôt d'entamer, en fait, ce processus de se dire, bah, combien de boîtes on va créer, type, Mhm. et est-ce que j'ai besoin, en fait, de faire cette inscription au RPPS+. Est-ce que j'ai déjà contractualisé avec l'ANS ou pas, parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'est des étapes qui peuvent prendre quelques jours, ou 2, 3 semaines. Et donc, c'est bien aussi, je pense, de les avoir en amont. D'accord. J'ai mangé ce que j'allais vous dire. Euh, et du coup, un questionnement aussi, quitte à choisir un opérateur, Oui, de son interopérabilité avec tous les logiciels que peuvent avoir les établissements en fait sur le secteur. oui, Parce que ça, c'est une grande donnée en fait qui est intéressante. Il faut ouais, impérativement que ce soit interopérable avec le plus grand nombre de bien logiciels sûr. possible, parce que le Alors fait ça, de devoir se reconnecter à quelque chose d'autre bien de sûr. plus, c'est contraignant. Bien sûr. Bah, en fait, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on arrête. On était vraiment trop loin enfin, la pomme était vraiment tombée très loin de l'arbre avec notre solution. Et du coup, quand les nouvelles normes, on va dire sécures, sont arrivées, nous, on était vraiment très loin de l'effort en fait qu'il fallait fournir pour être aux normes. Et en fait, on ne pouvait pas proposer cette solution aux établissements, alors que bon, voilà, il y a des opérateurs qui ont des solutions qui sont bien plus à jour que les nôtres. Et on le verra après, mais on a mis un certain nombre de critères concernant ces opérateurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu, et il y a notamment le fait s'ils sont compatibles avec quel logiciel métier ils le sont. Oui, ok. Et Donc, du coup, je sais que c'est pas officiel, mais du coup, ça veut dire que c'est un opérateur qui est dans le catalogue. bien sûr, oui. Ok, merci. Voilà. Euh, et alors, du coup, pour la suite, on pourra en reparler si vous voulez après, Mallory, en off, on va dire. Euh, ok, quand on suit les étapes, ensuite, on va vous demander d'aller vérifier dans Annuaire Santé. Donc, il y a une sorte de page jaune, une sorte de page jaune, en fait, des professionnels habilités à échanger de la donnée de santé, qui a été créée, en fait, par l'Agence du numérique en santé. Ensuite, ça va être de faire un travail en fait sur la gestion et l'organisation des boîtes aux lettres avec vos équipes, parce qu'en fait, on se rend compte que surtout sur les boîtes aux lettres organisationnelles, il y a des structures qui n'ont pas forcément mis en place une sorte euh, comment dire, de procédure pour l'utilisation de ces boîtes aux lettres. Et quand en fait on est plusieurs professionnels à consulter une même boîte, peut des fois y avoir une perte d'information puisqu'un professionnel ouvre un message, n'y répond pas ou enfin ne le traite pas, et par la suite en fait cette information est perdue ou voilà, non traitée. Et dernière étape, on le verra, c'est communiquer auprès de professionnels avec lesquels on a l'habitude d'échanger les nouvelles adresses MS Santé de sa structure. Hop. Que je vous disais, dans un premier temps, ce qui va être intéressant pour les structures, ça va être d'identifier des cas d'usage. Donc pour ça, vous avez un, un catalogue en fait des cas d'usage qui a été fait par l'ANS, qui est assez bien fait avec plusieurs cas d'usage pour voir par exemple
demande d'intervention du SIED par le DAC. Enfin, voilà. Il peut y avoir un certain nombre d'informations intéressantes et de se dire, voilà, comment aujourd'hui, moi, dans ma pratique, dans ma structure, on peut améliorer nos cas d'usage et nos échanges avec les professionnels de santé ou professionnels habilités qui nous entourent sur le territoire. Donc, je confirme l'éligibilité de ma structure à l'AMS Santé. Donc, pour moi, là, toutes vos structures sont... Enfin, il n'y a pas de souci. Vous êtes toutes éligibles à l'AMS Santé. Donc, l'étape qui va venir avec cette étape 2, c'est identifier les types de boîtes aux lettres auxquelles les professionnels de ma structure peuvent accéder. Alors, tout d'abord, on va parler des professionnels disposant d'un numéro RPPS ou d'un numéro ADLI. En fait, c'est simple. Donc, ça va être les médecins, les infirmières, ou les ADLI, ça va être psychologues, ergo, etc. Ils peuvent disposer de 3 types de boîtes aux lettres. Donc, boîte aux lettres nominative. Ils peuvent disposer des 3 types de boîtes aux lettres. Ils peuvent avoir une boîte aux lettres nominative, co-responsable d'une boîte aux lettres organisationnelle, ou juste avoir accès à une boîte aux lettres organisationnelle. OK. Pour les modalités d'accès, c'est en fait quand vous allez contractualiser avec votre opérateur de messagerie, vous allez pouvoir leur transmettre leur numéro RTPS ou ADI. Donc, assez simple. Pour les professionnels qui ont un rôle dans la prise en charge d'usagers ou dans l'échange de données de santé. Donc, comme je vous le disais, ça peut être une coordinatrice de DAC. De la même manière que les professionnels de santé, cette coordinatrice de DAC va pouvoir disposer d'une boîte aux lettres nominative, être responsable d'une boîte aux lettres organisationnelle ou avoir accès à une ou plusieurs boîtes aux lettres organisationnelles. Le seul élément, par contre, qu'il y a à faire, c'est que si vous voulez qu'elle dispose d'une boîte aux lettres nominative ou qu'elle soit responsable d'une boîte aux lettres organisationnelle, vous devez inscrire cette professionnelle au RPPS+. Donc, c'est un registre, vous aurez le lien dans le guide, vous permet en fait d'enregistrer tout simplement les professionnels donc habilités de votre structure qui n'ont pas de numéro RPPS. Si il n'y a pas de besoin d'avoir une boîte aux lettres nominative, notamment, vous pouvez simplement donner l'accès à cette personne à une boîte aux lettres organisationnelle. Vous n'avez pas besoin de l'inscrire au RPPS+, pour qu'elle ait accès à une boîte aux lettres. Simplement, pour accéder à une boîte aux lettres nominative ou être responsable d'une boîte aux lettres organisationnelle. OK. Est-ce que vous avez des questions ou j'ai été claire? Non, ça a l'air d'être clair. Ceux qui ont donc déjà leur identification, on va dire, au niveau d'une boîte aux lettres, lorsqu'on va changer de messagerie, on n'a pas besoin de refaire tout le circuit. Il n'y aura rien à redemander, ni mise à jour, ni contrôle du numéro ADI, etc. Je ne suis pas sûre de bien avoir saisi votre question. Excusez-moi, j'ai eu un petit... Donc, du coup, je voulais dire, est-ce qu'il faut refaire les démarches auprès du nouvel opérateur pour toutes les personnes qui auront accès à la nouvelle messagerie sécurisée? Ou est-ce que, oui, il faudra tout refaire, c'est-à-dire redemander… En général, ils n'ont pas des process très évolués. En fait, vous envoyez simplement le listing des personnes qui doivent accéder avec leur numéro RPPS ou ADLI dans un Excel et puis vous créez les boîtes. D'accord, mais on n'aura pas besoin de refaire la demande auprès de… Alors, si vous avez si la personne elle a un RPPS ou un DELI, le RPPS pour une personne, c'est à vie. D'accord, ok. Donc, par exemple, si vous ma avez question. Voilà, désolée, je n'avais pas bien non, saisi. non, mais ce n'était pas très clair non plus. L'inscription à RPPS+, au registre RPPS+, donne à une personne un numéro RPPS qui est valable dans toutes les structures dans lesquelles elle va travailler par la suite. Ok. Donc, même si vous avez une professionnelle qui arrive, qui par le passé a été inscrite au RPPS+, a un numéro RPPS du coup, et vous n'avez pas besoin de l'inscrire. D'accord, ok. Donc très bien. toutes les formalités que vous avez faites avant, il n'y a pas besoin de les refaire auprès de l'ANS. Voilà, ou si les démarches ont été faites dans un autre établissement, il n'y a pas besoin de les refaire non plus. Exactement, voilà.
En fait, l'opérateur, quand vous allez lui demander les créations de boîtes, lui, du moment qu'il y a un numéro RPPS, que lui, en fait, eux, ils ont un moyen de savoir si ce numéro existe, si c'est bien raccordé à ce nom-prénom, en gros, et ils vont pouvoir ensuite publier les boîtes aux lettres. En général, la publication des boîtes aux lettres, ça prend 24 heures. Donc, les boîtes aux lettres sont créées très vite derrière. Hein. OK. Enfin, on a une dernière catégorie, ce que je vous disais, donc les professionnels qui sont pas qui sont pas habilités, donc en fait qui n'ont pas la nécessité d'échanger de la donnée de santé en leur nom propre. Donc ça va être par exemple les secrétaires, donc notamment les secrétaires médicales. On a beaucoup de cas dans les cabinets, les cabinets de ville. Et en fait, ces professionnels, ils peuvent échanger uniquement en accédant à une boîte aux lettres organisationnelle ou à des balles organisationnelles. Donc typiquement, ça peut être un secrétariat qui je sais pas, dans le médico-social, par exemple, les 3C, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Elle s'occupe des dossiers communicants en cancérologie. Et en fait, c'est des dossiers qui vont rassembler toutes les informations qui concernent un patient et qui vont permettre à un groupe de professionnels de santé de prendre des décisions, de faire un choix sur le parcours thérapeutique que va avoir ce patient atteint du cancer. Et en fait, ce sont des secrétaires qui s'occupent donc de ce dossier communicant en cancérologie et qui vont agréger en fait toutes les informations concernant un patient. Et ben ces secrétaires vont pouvoir bénéficier d'une boîte aux lettres organisationnelle, mais pas d'une boîte aux lettres nominative, donc en leur nom, puisqu'elles n'ont pas en fait la nécessité d'avoir ces informations de manière confidentielle en leur nom propre. Et en fait, le but, c'est plutôt qu'elles le partagent avec leurs consoeurs ou confrères. Et donc, les modalités d'accès, donc vous allez juste fournir les informations donc, sur cette personne à votre opérateur de messagerie si vous voulez que ces personnes accèdent à une boîte aux lettres organisationnelle. Et vous n'avez pas besoin de numéro RPPS ou ADI. Ah oui, non, mince, il me restait une catégorie. Et enfin, voilà, les directeurs ou directrices ou responsables de structure. En fait, au cours de votre parcours dans le numérique, en fait, vous avez le droit, si vous avez un rôle, hein, bien sûr, toujours hein, dans la prise en charge ou dans l'échange de données de santé, de, pareil, disposer d'une boîte aux lettres nominative, être responsable d'une boîte aux lettres organisationnelle ou accéder à une boîte aux lettres organisationnelle. Et en fait, ça se fait au moment de votre contractualisation avec l'ANS. Normalement, vous recevez une carte, on en reparlera après, hein, mais une carte CDE, carte de directeur d'établissement, ou des fois CPE, de ce qu'on m'a dit. Et en fait, cette carte vous donne accès à ces trois modalités d'accès de boîte aux lettres. Bon, donc, nominative, responsable boîte organisationnelle, ou simplement accéder à une boîte aux lettres organisationnelle. Est-ce qu'il y a des questions? Allez-y, hein, si vous voulez. Ok, bon, je passe à la suite. Alors, pour la contractualisation avec l'ANS, si ce n'est pas encore le cas, donc vous le verrez dans le guide, bon, Laurie a bien prendre connaissance, mais on vous demande en fait en tant que responsable de structure, déjà si vous-même vous avez un numéro RPPS ou ADI. En fait, ça va modifier le type de contrat que vous devez remplir. Donc, vous voyez, en fait, si vous avez un numéro RPPS, il y a un contrat d'adhésion. Par contre, si vous n'en avez pas, c'est un contrat d'adhésion et un formulaire. Vous allez recevoir ensuite votre carte de directeur d'établissement ou voilà. Là, vous avez juste besoin de votre CPS, de votre carte de professionnel de santé. Vous allez pouvoir commander par contre un lecteur de carte CPX si vous n'en avez pas et installer le lecteur de carte avec un logiciel qui s'appelle le Cryptolib CPS qui est gratuit. Donc, de mémoire, le lecteur de carte, je crois que ça doit être une vingtaine d'euros à peu près. Et en fait, après, il vous sert pour accéder à tous les outils numériques, etc. Et pour vos professionnels aussi, ça peut leur permettre de s'authentifier pour accéder à votre logiciel métier. Donc voilà, vous avez un certain nombre d'éléments qui peuvent vous permettre d'utiliser ce lecteur de carte. Pour l'inscription des professionnels de ma structure au RPPS+, là, je vous ai simplement remis, donc après, tout est, je trouve, plutôt bien expliqué hein, quand vous êtes sur le registre RPPS+, pour l'inscription des professionnels.
Donc là, je vous ai simplement remis les données que vous devrez récupérer avant l'inscription des professionnels. Donc en fait, vous avez des données sur l'état civil, donc prénom, sexe, nom de famille, etc., deuxième, troisième prénom. Donc en fait, c'est des données que, en général, vous avez déjà à votre disposition. Des données qui sont nécessaires au contrat, en fait, et qui ne sont pas rendues publiques. Donc ça va être l'adresse email plutôt personnelle de la personne, son numéro de mobile, pareil, hein, plutôt personnel, mais bien sûr, ce sera pas publié. C'est simplement un titre indicatif et au cas où, si l'ANS a par la suite besoin de contacter ses professionnels. Et ensuite, vous avez la situation professionnelle, le nom d'exercice, le prénom d'exercice, etc. Donc voilà un certain nombre d'éléments. Et le rôle dans l'établissement. Et en fait, c'est ce rôle qui va être important plus que l'intitulé du poste pour savoir si la personne elle a le droit d'accéder à la MS Santé ou non. Donc, ce que je vous disais, ça peut être un rôle dans l'administration de données, ça peut être un rôle dans la prise en charge. En fait, c'est vous qui le définissez et c'est votre bonne foi en tant que responsable de structure qui va décider en fait si la personne peut accéder à la MS Santé ou non. Et donc après, pour l'inscription, tout simplement, vous vous rendez sur le portail RPPS+. C'est très bien fléché hein, si vous n'y êtes jamais allé. Vous avez aussi un guide d'appui qu'on vous a remis hein, dans le document si vous avez des difficultés pour enregistrer les professionnels. Et voilà, ce que je vous disais, vous transmettez les numéros RPPS ou si vous en aviez d'autres, aussi des ADELI à votre opérateur. Donc, le guide dont nous parlions avec Mallory Stéphane, c'est celui-ci, c'est le panorama des offres de messagerie sécurisée de santé du marché, dans lequel, en fait, on vous a listé les opérateurs de messagerie qui ont bien voulu répondre à nos sollicitations. Parce qu'en fait, souvent, les opérateurs, ils mettent pas tout sur leur site. En fait, on a très peu d'informations. Et donc, en fait, on trouvait que c'était intéressant que vous puissiez avoir, en fait, un certain nombre d'informations directement, tout dans un même document. Donc, à titre indicatif, donc, il y a 3 opérateurs qui ne figurent pas sur ce panorama et vous en avez au total 8 de mémoire. Donc voilà, ils ont tous les 8 ont bien validé les informations qu'on a intégrées dedans. Donc, vous avez un certain nombre de critères que je vous ai relistés ici. Donc, la compatibilité intégration logiciel métier, par exemple, pour le métier, là, vous voyez, vous avez tout le listing des logiciels, donc avec le nom de l'éditeur et le type de logiciel dont il s'agit. Donc, ça vous permet de savoir, donc, si ces logiciels-là sont listés, ça veut dire que en fait, votre messagerie sécurisée de santé, elle va pouvoir s'intégrer directement dans votre logiciel métier. Donc, comme le disait Mallory, pas besoin de aller dans votre logiciel métier, télécharger une pièce jointe dans le dossier du patient, l'enregistrer sur votre PC et aller la ressortir pour l'envoyer en MS Santé. Donc voilà, ça simplifie un petit peu quand même le process. Et nous, ce qu'on voit, c'est que dans les établissements… Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Moi, j'ai contacté donc Teranga parce que je suis aide-soin. Oui. Et ils ne m'ont pas proposé une solution qui viendrait d'eux, on va dire. Ils m'ont proposé de prendre contact avec deux autres opérateurs. Deux autres opérateurs. Donc, c'est encore une sous-traitance. Enfin, c'est vraiment des fournisseurs autres que ceux qui sont éditeurs du logiciel, en fin de compte. Bien sûr, ouais. En fait, c'est pas forcément Teranga, par exemple. En effet, ils proposent pas ils proposent pas de solution de messagerie sécurisée de santé. C'est le cas pour quelques logiciels métiers tout de même, hein, il y en a certains. Mais la plupart, en fait, soit ils vont vous proposer Teranga, il me semble qu'ils le font, ils vous proposent de faire les démarches à votre place auprès des 2 opérateurs qui doivent être, je pense, le MIPI et Wraptor, puisque c'est les 2 qu'on retrouve le plus souvent hein, dans le médico-social. Non, c'est pas ceux-là. Alors, je n'ai pas la feuille avec moi, mais c'est Medimail ou un truc comme ça. En fait, c'est la solution de MIPI, ouais. Ouais, c'est ça. Et un autre, mais que des boîtes aux lettres nominatives, hein, je ne sais plus. Midlis. Ah, c'est Mailise, du coup. Mailise, voilà. Mailise, voilà. C'est 2 noms, là, simplement. Mailise, en fait, c'est la solution gratuite de l'Agence du numérique en santé. Donc, Mailise, en fait, c'est très intéressant parce que c'est gratuit.
Par contre, le seul problématique que vous avez, c'est que vous ne pouvez pas créer de boîte aux lettres organisationnelle. Donc, vous vous rappelez les boîtes partagées par plusieurs personnes d'une structure. Donc, en fait, et ça va être uniquement à destination de certains professionnels. Vous ne Ouais. pouvez pas en Donc créer nous, pour tout le monde. c'est pas vers ça qu'on va aller, c'est plutôt de l'organisationnel. C'est ça. Et donc du coup, c'est mes emails apparemment qu'il faut que je prenne contact. C'est ça. Donc, vous verrez, en fait, si vous allez dans ce panorama, là, par exemple, en fait, on vous a mis un contact. Donc, là, c'est Elisabeth Bouillot, notamment pour le MIPI. Donc, en général, ils sont très réactifs, hein, et ils sont... Donc, le MIPI, notamment, ils sont en train d'équiper pas mal de structures sanitaires aussi. Donc, je sais ils sont bien réactifs et voilà, les échanges que j'ai eus avec eux ont été plutôt fluides. Mais oui, je sais qu'ils sont compatibles avec Teranga puisqu'on a le cas sur une grappe qui du coup utilise le logiciel Teranga. Donc une grappe il y a un programme qui s'appelle le SMS numérique si vous connaissez pas et qui en fait permet de regrouper plusieurs établissements qui vont prendre en général un logiciel métier en commun et un opérateur de messagerie en commun. Et c'est géré à hauteur du chef de projet de cette grappe d'établissement. Et donc en effet, oui, ils se sont tournés plutôt vers le MIPI avec la solution MedEmail. Donc voilà. Donc en fait voilà, c'est un peu les deux solutions que vous avez. Donc la solution de Mailise, on vous l'a remis dans le panorama, mais c'est vrai que pour les structures médico-sociales, en général, c'est moins intéressant. Même si des fois pour des structures de type aide à domicile, en fait, c'est surtout les infirmiers qui ont besoin d'avoir une boîte aux lettres nominative. Et dans ce cas-là, en fait, ça peut être intéressant d'avoir Mailise. Donc c'est pour ça qu'on vous l'a remis dedans. Et aussi, bon, parce que ce panorama, il sert aussi actuellement aux libéraux et aux structures sanitaires. Mais voilà. Et donc, vous avez plusieurs informations. Vous avez aussi l'accompagnement qui est proposé. Est-ce qu'ils peuvent intervenir dans votre structure directement? Est-ce qu'ils proposent des webinaires? Est-ce qu'ils ont un délai de mise en place qui est long? Comment vous pouvez accéder à votre messagerie sécurisée aussi? Pardon. Donc, ça veut dire que vous pouvez savoir si vous pouvez accéder à votre messagerie uniquement depuis votre logiciel métier ou un webmail, ou est-ce qu'il y a une application mobile? Est-ce que des fois, ils proposent des options aussi où c'est intégrable dans Outlook? Donc, vous pouvez consulter vos messages dans Outlook. Donc, vous avez un certain nombre de critères comme ça. Et voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions à ce sujet. Je passe à la suite, du coup. Donc, ça, c'était ce que je vous disais, le sort de page jaune de l'ANS. Donc, c'est l'annuaire.santé.fr. Et en fait, ça vous permet d'aller trouver vos correspondants. Mais dans notre cas, quand vous allez créer vos adresses, ça peut être intéressant d'aller vérifier si la création s'est bien réalisée, qu'il n'y a pas eu de problématique et éventuellement de vérifier que les professionnels de votre structure, ils n'ont pas X adresses de MS Santé. Parce que des fois, c'est le cas et ça peut être un peu embrouillant. Des fois, il y a des médecins, ils travaillent que chez vous, ils vont avoir une autre adresse mail. Du coup, les autres structures ou les professionnels extérieurs savent pas vraiment sur quelle adresse les contacter, etc. Donc, ça peut créer un peu des fois des problématiques. Donc, on vous a aussi mis un petit dans le guide d'accompagnement, on vous a mis aussi des pages sur la transition. Comment assurer en fait une transition progressive vers votre nouvelle adresse de messagerie MS Santé et celle de vos collaborateurs. Donc, dans ce guide d'accompagnement, vous avez 3 protocoles qui vous permettent, donc, premièrement, d'exporter l'historique des messages. Donc, ça vous permet, en cas de problématique, de vous couvrir. Hein, si vous voulez garder cet historique, donc c'est possible. Donc, ça s'exporte sous forme d'un fichier. C'est pas un fichier lisible en l'état, mais si vous avez un besoin de le lire, on peut vous accompagner sur le sujet. C'est plus que c'est étape par étape. Et en fait, c'est comme si c'était un fichier qui était zippé plusieurs fois, en fait. C'est un peu bizarre comment l'export se fait, mais sachez que c'est possible.
et que si vous en avez besoin pour garder une certaine traçabilité, vous pouvez le faire. Donc, vous avez un protocole avec tous les boutons sur lesquels vous devez cliquer pour réaliser cet export. Vous avez également la possibilité de créer une réponse automatique pour indiquer votre nouvelle adresse. Donc, en fait, c'est simplement un protocole pour vous expliquer comment mettre un message automatique d'absence. Donc, par exemple, ça peut être j'ai changé d'adresse de messagerie sécurisée de santé. Vous ne pourrez désormais plus vous adresser à moi sur cette adresse. Contactez-moi, ma nouvelle adresse et l'indiquer. Enfin, vous avez un dernier protocole, c'est pour renvoyer les messages reçus en MS Santé, je le précise bien, vers votre nouvelle adresse de messagerie sécurisée. Pourquoi en MS Santé? Comme on le voyait, en fait, seules les adresses reçues en MS Santé peuvent être renvoyées forcément vers une adresse MS Santé, puisque c'est un cadre qui est fixe. Et nous, on proposait 3 formats d'adresses. Il y avait les Télésanté Bretagne, les AppyCrypt et les MS Santé. Et donc, si vous receviez beaucoup de messages en Télésanté Bretagne et en AppyCrypt, en fait, ce transfert vers votre nouvelle adresse MS Santé ne pourra pas se faire, puisqu'en fait, on a un AppyCrypt à un bout, par exemple, et MS Santé à l'autre, donc ça ne fonctionne pas. Ensuite, donc comme je vous le disais, ça va être de travailler à la gestion, à l'organisation des circuits d'échange et des boîtes aux lettres. Donc, vérifier qu'il n'y a pas perte d'informations, notamment dans le cas de boîtes aux lettres organisationnelles. Et donc de faire peut-être un système de couleurs en fait sur les messages, donc dire par exemple j'ai pris connaissance du message mais je l'ai pas traité, c'est jaune, ou j'ai pris connaissance du message mais j'attends des éléments avant de le traiter, c'est rouge. Enfin voilà, ça peut être un système de couleurs, ça peut être simplement dire la boîte aux lettres elle est organisationnelle, tout le monde peut consulter les messages, par contre une seule personne les traite. Voilà, ça peut être différentes choses en fonction de vos cas d'usage à réfléchir avec vos équipes. Et enfin, la dernière étape, on va dire, ça va être de communiquer en fait simplement avec vos correspondants réguliers, votre nouvelle adresse de messagerie. Donc, ça peut être leur envoyer un email pour leur dire que vous avez changé d'adresse. Une bonne pratique aussi, ça peut être d'indiquer dans votre signature électronique que vous avez changé d'adresse de messagerie. Et si vous avez la possibilité, c'est bien pour nous aussi, ça nous fait du bien de voir les fichiers diminuer, c'est de demander la suppression des boîtes aux lettres que vous avez côté Télésanté Bretagne. Mais bon, on sait bien que ça va prendre du temps et que ce ne sera pas pour tout de suite. Mais voilà, vous avez une adresse mail dédiée, vous pouvez nous envoyer le listing, nous on fera le